c'est l'heure royale sur les ailes du vent. Hein. Je vous remercie tous, messieurs et mesdames de la presse, d'être venus aussi nombreux, bien sûr, à Brignoles, pour accueillir vous aussi le président Jean-Marie Le Pen. Alors moi, je suis particulièrement touché de recevoir à Brignoles. J'y vois une marque d'estime, une marque d'intérêt pour une commune dont on a beaucoup parlé, bien sûr. Et puis je reçois aussi et surtout, et je reviendrai tout à l'heure, mon modèle politique, parce qu'au-delà du respect que j'ai pour l'homme politique et ses 50 ans de combat, j'y vois surtout un exemple à suivre, une ténacité, une opiniâtreté peu commune. J'y vois un guerrier, affectueusement nous l'appelons le vieux lion, excusez-moi président, mais le vieux lion, mais un lion qui... Pas si vieux que ça. Le lion tout court, voilà, et qui a encore de bonnes griffes. Et j'ai toujours été sensible à... Parce qu'il faut aussi souligner que Jean-Marie Le Pen, c'est mon patron, parce que je suis collaborateur du groupe Front National Hôtel de Région, donc c'est aussi mon patron. Il faut que je fasse attention à ce que j'ai aujourd'hui à plusieurs titres. Voilà, bien sûr. Et ce que j'ai toujours apprécié chez Jean-Marie Le Pen, là nous sortons de la politique, nous rentrons dans l'humain, voire l'affectif, c'est son accessibilité, sa gentillesse et une érudition que je ne me lasse pas d'admirer. Voilà. Donc, cher président, trouvez en ces quelques mots la marque de mon estime, de mon affection et de mon admiration. Merci beaucoup. Et donc, je termine cette campagne municipale, commencée au mois de septembre, et au cours de laquelle j'ai dû visiter 50 fédérations. Et je termine par Brignoles parce que j'espère, je crois, que Laurent va parfaire les succès qu'il a déjà obtenus, ce qui serait logique, somme toute, à Brignoles, qui est devenu, dans quelque sorte, emblématique pour le Front National. Et dans cette campagne municipale, où, vous le savez, les résultats ont été exceptionnels, compte tenu de l'environnement politique, parce qu'on sait bien que ces élections ne nous sont pas particulièrement favorables, compte tenu du fait qu'elles nous opposent à des gens qui sont en place, dans un mode de scrutin qui est difficile. D'ailleurs, il a fallu constituer des listes. Et la constitution de nos listes est plus difficile que celle, par exemple, des concurrents d'Arnaud Thu à Nice, d'extrême droite. Il y avait 3 extrêmes droites qui ont tous trouvé 69 candidats sans difficulté, pas de problème. Il suffit de recevoir un petit coup de main pour qu'ils aient des gens à qui ça sert. Je veux dire que j'avais, avec une certaine tristesse, j'ai vu M. Perra, député maire, sortant, enfin si j'ose dire, sorti plutôt, et qui s'est aligné, qui a fait 3%. Il était à la cérémonie d'ailleurs du 26 mars, toute honte vue. Il était quand même là. C'est un vieux camarade qui a oublié ce qui nous avait unis en d'autres temps. Cérémonie du 26 mars, très émouvante, mais à laquelle, selon moi, très peu de gens avaient moralement le droit d'assister. En particulier, n'avaient le droit d'assister que ceux qui avaient soutenu tout au long de leur vie le combat des pieds noirs et des harkis, qui avaient dénoncé l'abominable trahison dont ils avaient été victimes à travers l'armée française, mais oui, de la part du gouvernement, du général de Gaulle à l'époque. Et je trouvais assez paradoxal que l'on puisse à la fois rendre hommage aux victimes en se présentant aux élections sous les couleurs du général de Gaulle. Ça me paraît assez contradictoire. Mais moi, j'ai une certaine conception de la cohérence et de l'honneur qui n'est sans doute pas celle d'un certain nombre de gens qui se font élire dans telle ou telle circonscription, à tel ou tel poste. Bon. Souvenir émouvant, affreux, atroce. Je crois que c'est dans l'histoire des peuples, quand même, des rares circonstances dans lesquelles des hommes armés, des militaires, ont tiré sur des gens complètement désarmés. Enfin, ils étaient armés de drapeaux français, pas très dangereux sur le terrain. Et je crois avoir fait 70 morts et 150 blessés dans la rue de l'Isly. Simplement des gens qui criaient leur désir de rester français. Et tout le monde, d'ailleurs l'orateur d'hier a quand même admis que c'était un message que le gouvernement français envoyait aux pieds noirs, de façon à ce qu'il n'y ait aucune équivoque et qu'ils ne gardent aucun espoir. D'ailleurs, la suite serait encore bien pire,
après le fameux 19 mars, puisque des milliers de pieds noirs allaient se faire tuer ou disparaître. Et ce que je considère encore plus grave, parce que le crime est plus grave quand les gens sont faibles et désarmés, des dizaines de milliers de harkis de notre armée, qui avaient été préalablement désarmés par l'armée française pour être livrés à leurs assassins et tortionnaires qui les ont exécutés sous leurs yeux alors qu'ils avaient l'ordre de rester l'arme au pied. Disons, pour être parfaitement exact, que le seul qui ait sauvé l'honneur est un capitaine musulman qui, avec sa compagnie, est allé au stade d'Oran, a mis ses fusils mitrailleurs en batterie et a intimé l'ordre aux félagas de relâcher les centaines de gens qui étaient prisonniers dans ce stade. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs sans problème, ce qui veut dire que si c'est l'armée française qui l'avait fait, eh bien évidemment, on aurait sauvé des centaines de gens et des milliers de gens. Eh bien, ce capitaine musulman de l'armée française a sauvé son honneur. C'est le cas de le dire. C'était ce que nous fêtions pour la 52e anniversaire, car il y a déjà 52 ans que tout cela s'est passé. Depuis, eh bien, hélas, la France n'a cessé de descendre les marches d'une décadence qui s'amorçait par la renonciation à l'essentiel de ses valeurs morales. Oui. Et quand nous avons fondé le Front National, il y a 42 ans, la première affiche du Front, malheureusement on n'en a pas gardé de ce temps-là, c'était « Avec nous avant qu'il ne soit trop tard ». Tant nous avions déjà le sentiment de l'urgence qu'il y avait à établir un autre pouvoir que celui qui était en place et qui nous conduisait et qui nous a conduit depuis à une décadence continuelle, mais qui aura une fin. Et une fin que je redoute proche. Et comme je l'ai dit tout au long de mes campagnes, car je crois ce que dit Jean, l'évangéliste, c'est la vérité qui nous rendra libres. Certes, la vérité n'est toujours bonne à dire, mais pas toujours agréable à entendre. Et il faut avoir un certain courage pour la dire. D'ailleurs, il y a un proverbe afghan qui dit « Tu as dit la vérité, alors saute sur ton cheval et fuis très vite. » Voilà. Alors, c'est ce que nous avons fait, et dire la vérité. Je vous dis à vous, parce que c'est un message qui s'adresse à tous les Français. Si l'on prolonge toutes les courbes de l'activité française, elles vont toutes dans le mur. Ce qui veut dire que c'est foutu. Mais notre espoir est fondé sur le fait qu'en ces 1500 ans d'histoire, nous sommes une des nations avec la Chine la plus vieille du monde, tout au long de notre histoire, il y a eu des cas où, alors que la France était perdue, considérée comme perdue, des sursauts providentiels qui l'ont arraché à la mort, à l'esclavage, à la disparition. C'est cet espoir qui nous fait vivre et que nous essayons de transmettre en sachant et en disant très clairement, entre cette situation et la France, il n'y a plus que le Front National. Il n'y a plus qu'une autre seule solution, une autre politique, que celle qui a été appliquée tout uniment, de façon pratiquement complice, au point que l'on a pu parler du MPS, tantôt par l'UMP, tantôt par le PS. J'ai même d'ailleurs, dans le temps récent, subodoré que le débat entre M. Sarkozy, les socialistes, les injures de la première quinzaine qui précédait les élections, m'avait l'air d'être combiné. Parce qu'ils savent aussi bien que moi, ce que disait le général de Gaulle, qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal, l'essentiel c'est qu'on en parle. Donc ils ont occupé le terrain, au point de peut-être essayer de faire croire à nos compatriotes qu'il n'y avait que deux options au municipal, les socialistes ou l'UMP, que si on n'était pas là, il fallait voter pour l'autre. Non, il y avait une troisième solution, c'était le Front National. Dieu merci, il y a un grand nombre de Français qui l'ont compris. La preuve, c'est que nous avons fait non pas 4,5%, comme nous donne le ministère de l'Intérieur, qui étend ça aux 36 000 communes, bien sûr, nous n'étions candidats seulement que dans 597 d'entre elles. La moyenne que nous avons fait dans ces 597
communes, c'est 16%. Voilà. 16%, c'est la moyenne de ce que nous avons fait, encore une fois dans des circonstances difficiles, parce qu'il fallait respecter la parité. Vous savez, la parité est un principe qui s'impose dans notre pays, sauf dans le mariage homosexuel, où il y a en quelque sorte une exception. Mais en dehors de ça, il faut trouver des hommes, des femmes qui acceptent de figurer sur une liste et qui savent dans bien des cas qu'ils ont déjà été ou ils seront peut-être encore de moins en moins. Il faut le dire, au fur et à mesure que nous affirmons notre présence et notre force, eh bien, ils risquent tout de même des représailles relatives. Tout de même, mais, alors donc, sinon, des gens courageux, nous avons trouvé quand même, pour faire ça, 21 000 candidats. 21 000 candidats dans presque de 600 circonscriptions. Parce que, je vous dis, il y a des villes tout de même comme Nice où il faut trouver 69 candidats, ce qui n'est pas évident. Eh bien, ces candidats sont allés à la bataille. Évidemment, dans ce qu'on appelle en Formule 1, vous savez, c'est le rapport qui existe, c'est l'indice de performance, c'est le rapport qui existe entre les moyens mis en œuvre et le résultat obtenu. Mais il est évident que dans cet indice de performance, nous sommes de loin les meilleurs. Si on compare nos moyens par rapport à ceux de nos concurrents et adversaires, et les résultats que nous obtenons, en étant dans bien des cas en première position, ou en deuxième position, à la surprise générale, comme à Nice par exemple, où les sondages donnaient Marie-Christiane Arnautu 7 points derrière le socialiste, c'est le socialiste qui s'est trouvé derrière elle. Bon. Et ou comme à Marseille, avec notre ami Ravier que je viens de quitter à l'instant, ou dans d'autres circonstances, où nous avons été un petit peu promenés par les sondages. Ils disent que oui, mais c'est parce que les gens du Front National ne disent pas exactement ce qu'ils vont voter. Ben oui, bien sûr. Comme nous sommes, on le sait bien maintenant, espionnés partout, sur les routes, dans nos chambres, au téléphone, au portable, il y a toujours quelqu'un pour nous écouter. Il doit y avoir beaucoup de monde, ben, ça fait des emplois, c'est vrai. Et, je pensais d'ailleurs, pour rester dans l'actualité, j'entendais tout à l'heure les édiles de notre pays se féliciter de la venue en France du président de la Chine communiste, de la Chine du Laogai, de la Chine où on doit gagner, je crois quand même, grosso modo maintenant, 90 € par mois. Voilà les conditions, voilà les gens avec qui nous devons nous mesurer. Alors, il paraît qu'on a décroché pour 18 milliards de marché. Mais ça fait combien? Quel est le pourcentage de bénéfices là-dessus? Parce que je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'ai dîné à Miami avec le propriétaire du France, le Norvégien, qui exploitait là-bas des bateaux de croisière, vous savez, ces immenses espèces d'hôtels flottants qui naviguent dans les Caraïbes et qui étaient construits à Saint-Nazaire. Et je lui disais, mais monsieur, vous aimez les bateaux français? Il m'a dit, oui, c'est vrai, ils sont bien construits, puis je les paye à moitié prix. Voilà, autrement dit, pour avoir de l'emploi, on est prêt à perdre de l'argent. Voilà la vérité. Alors, j'aimerais bien savoir, moi, ce que les marchés chinois, à quel taux ils ont été traités et pour quel bénéfice. Parce que s'il n'y a pas bénéfice, ça veut dire que c'est nous qui paierons la différence. Et puis, j'ai vu qu'on allait travailler beaucoup sur les chantiers du métro de Shanghai et dans un certain nombre de circonstances comme celle-là, mais ça va faire donner de l'emploi aux Chinois, ça, pas aux Français. Bon, autrement dit, quand le président aura fini son gargarisme joyeux, eh bien on s'apercevra que, comme devant, la situation n'a pas changé, qu'au contraire, elle s'est aggravée, puisqu'aussi bien, nous avons en 20 ans perdu 50% de notre potentiel industriel. Et le drame, mesdames et messieurs, c'est que nous continuons de le perdre. C'est-à-dire que la situation n'est pas stable. Elle n'est pas stable dans l'immigration. Elle n'est pas stable dans l'insécurité. Elle n'est pas stable dans le chômage. Elle n'est pas stable dans la désindustrialisation. Dans tous ces domaines, ça va de plus en plus mal. Et pour une raison simple, c'est que nous avons perdu notre souveraineté. Nous ne sommes plus les dirigeants dans notre propre pays. La France n'est plus dirigée par des gouvernements français. Il y a des marionnettes
qui font semblant de l'être. D'ailleurs, je ne sais pas comment fait le président Obama, qui n'a que 10 doigts pour bouger 28 pays européens à la fois, n'est-ce pas? Car c'est ça le problème. Il faut savoir que 80% des lois qui s'appliquent dans notre pays ne sont pas votées par l'Assemblée nationale, ne sont pas votées par les députés que vous payez. Ils sont votés, ça vient de Bruxelles et de Strasbourg. Simplement, on co-signe en bas, ils ne peuvent pas faire autrement. Alors l'une des conséquences les plus graves de cette situation, c'est que l'Union européenne nous a obligés à supprimer nos frontières et qu'elle n'en a pas établi elle-même à l'extérieur. De la même manière qu'on nous a poussés à diminuer notre effort de défense à un point qui devient extrêmement dangereux, mais l'Europe n'a absolument aucun moyen de se défendre. Elle est donc entièrement, dans ce domaine, une colonie des États-Unis. Nous sommes un protectorat américain. Voilà. Or, si nous voulons nous redresser, il faut retrouver notre responsabilité, notre capacité d'agir nous-mêmes. Ah, ça n'est pas très facile, mais c'est ce qu'il faudra faire. Il faudra en particulier retrouver la maîtrise de nos frontières, parce que la suppression de nos frontières a eu, entre autres, 2 conséquences principales. Sur le plan économique, et je dis, elle nous a mis en concurrence avec des pays qui n'ont pas les mêmes coûts de production que nous, ni les mêmes coûts salariaux, ni les mêmes coûts fiscaux, ni les mêmes coûts environnementaux. Par conséquent, nous sommes battus d'avance. Il faut savoir, hélas, il y a des pays dans le monde où on travaille, je crois que les champions, ça doit être le Bangladesh, pour 40 € par mois. 40 € par mois. Vous savez, c'est ce pays où une usine qui travaillait pour faire des t-shirts pour la France a eu 1200 ouvriers qui sont morts le même jour. L'usine s'est écroulée. Hein? Et il faut dire que les règles de sécurité à ces tarifs-là, c'est pas possible. Eh bien, il n'est pas possible de lutter contre ces pays. Et même si l'Allemagne semble avoir des succès économiques assez performants, elle le tient beaucoup au fait qu'elle exploite des travailleurs étrangers, soit à l'intérieur de ses frontières, soit à l'extérieur des frontières. D'ailleurs, les premiers promoteurs de l'immigration en France, et ça remonte loin, c'était Pompidou. Il l'avait d'ailleurs très crûment avoué, ou très ingénument avoué. Il avait dit, vous savez, nous faisons venir des travailleurs étrangers pour peser à la baisse sur le salaire des travailleurs manuels français. Ce qui allait exactement à l'inverse du programme du Front National, qui pensait, lui, qu'il fallait, pour la concorde nationale, réhabiliter financièrement le travail manuel. Ce qui permettait de sauver l'artisanat et toute une série de choses, et qui était en quelque sorte une conception de la vie, qui n'est pas celle de la production à outrance et de la consommation concentrée. Parce qu'il est bien évident que la lutte que je menais quand j'étais jeune député boujadiste contre l'attribution par les municipalités à des grandes surfaces qui se construisaient d'espaces pratiquement gratuits allait se traduire par la mort progressive des commerces. Et malheureusement, quand j'ai l'occasion de traverser la France, parce que je suis un des Français qui connaît la France, parce que je ne me borne pas à aller de mon travail à mon domicile, de mon domicile à mon travail, et l'été en Espagne ou au Portugal. Je vois la France. Eh bien, les villes que je traverse, dans bien des cas, le centre-ville, il reste un commerce sur 5 ouvert, les autres, c'est à louer, à vendre, mais personne, il n'y a pas d'acheteur ni de locataire. Alors, en continuant dans cette voie-là, et sous le prétexte que de donner des produits de moins en moins coûteux, eh bien, nous finirons par ne plus avoir l'argent pour acheter, si peu coûteux que ce soit, les produits qu'ils vendent. Voilà. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan de l'immigration, dont personne ne parle, et dont surtout dont les socialistes ont dit, mais c'est un problème qui ne regarde pas les élections municipales. L'élection municipale, c'est le confort de la ville, la sécurité de la ville. Oui, mais tout cela est lié. La sécurité, le chômage, la dette fiscale, les impôts, la dette énorme, tout ça c'est lié, pas seulement, mais principalement à un phénomène exceptionnel qui s'est produit dans le monde et dont je vous annonce
que vont dépendre notre sécurité et même probablement notre existence. Quand je me suis interrogé sur ces sujets-là, qui sont secrets, Madame Tribala, qui est une démographe de gauche, elle a même écrit un livre contre le Front National, a écrit sur ce sujet dont elle est spécialiste, un livre qui s'appelle « Les yeux grands fermés », dans lequel elle affirme que tous les chiffres qui sont communiqués sur l'immigration sont faux, truqués, masqués, manipulés. Alors, les Français savent-ils combien est-il rentré d'étrangers en France? Eh bien, l'INSEE répond, l'INSEE qui est l'organisme officiel. L'INSEE dit qu'il est entré 12 millions d'étrangers en France dans les 30 dernières années. Et Azouz Begag, qui est aussi un démographe du CNRS et ancien ministre, lui dit qu'à son avis, il y a entre 15 et 20 millions de musulmans en France. Où est la vérité? Je ne sais, entre les deux peut-être. Mais c'est en tous les cas une vérité qu'ignorent les Français. Ils ne le savent pas. Et il faut que vous sachiez que ce phénomène n'est pas stoppé, il n'est pas stable. Il est en voie de progrès constant puisqu'il entre dans notre pays, grosso modo, 2 à 300 000 étrangers par an. Alors on les naturalise, bien sûr, à tour de bras. Mais ça en fait des Français de papier, pas toujours des Français de cœur. Ça en fait aussi, il y a aussi des étrangers qui deviennent des Français et à part des patriotes. Tiens, Arnaud Tu, notre candidate de Nice, elle n'a pas une goutte de sang français. Son père est macédonien et sa mère italienne. Mais elle est, je puis vous le garantir, car je la connais depuis 40 ans, une patriote française qui mérite de porter nos couleurs. Et puis on sait bien que ceux qui sont entrés, d'ailleurs, notamment les Portugais, les Espagnols, les Polonais, etc., les Italiens, se sont assimilés très vite. Il faut dire qu'ils avaient une culture spirituelle qui était proche de la nôtre, n'est-ce pas, qui est un peu différent avec les musulmans. Mais les musulmans même, et en particulier tous ceux qui travaillent, se sont intégrés. À la vérité, quels étaient les moyens d'intégration quand on est un étranger dans un pays et qu'on arrive et qu'il faut s'adapter en quelque sorte aux mœurs de la population? Eh bien, il y avait la famille, bien sûr, mais la famille est très souvent, même maintenant, vous avez des gens qui ne parlent pas le français, qui sont arrivés récemment en France, et il leur est difficile de l'apprendre à leurs enfants. Alors, il y a l'école, à condition que l'école leur apprenne, comme à moi, quand j'étais enfant, l'amour de la patrie, et non pas l'inverse. Et puis, il y avait, pour les hommes, le service militaire. Et puis, il y a le travail. Le travail est un élément d'intégration considérable. Et je crois d'ailleurs que, très souvent, en particulier s'agissant des musulmans, ceux qui travaillent sont très souvent pour nous. Voilà. Et d'ailleurs, tout à l'heure, c'était rigolo, parce qu'on est arrivé à Marseille, et il y avait, moi ça m'a étonné, mais il paraît que à Marseille, c'est comme ça. Voilà. Les panneaux officiels, il y avait 3 affiches de M. Gaudin. Nous les avons d'ailleurs pris en photo. Et il y avait là 2 couleurs musulmans, 2 couleurs arabes. Il y en a un qui s'est détaché, qui est venu près de la voiture, il a dit « Bienvenue à Marseille, Monsieur Le Pen, bienvenue !» Voilà, c'est vous dire que, en conséquence, il ne faut pas, dans ce domaine-là, avoir les yeux fermés ni l'esprit étroit. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma conférence de presse, j'ai été le premier Français à présenter la candidature d'un arabe à la députation à Paris en 1957. Et j'ai été le premier à faire élire une musulmane conseillère régionale d'Île-de-France en 1986. Pour ne citer que cela, je ne vais pas citer le fait que Janie, ma femme, était présidente de SOS Enfants d'Irak, ni de beaucoup d'autres épisodes de ma vie, et qui ont prouvé et en particulier notre fidélité constante à ceux qui avaient servi la France, à ceux qui avaient combattu et qui ont été traités non seulement de la manière dont j'ai parlé tout à l'heure en Algérie, livrés à leurs ennemis, mais ceux qui ont réussi à gagner la France, et que très souvent on avait l'ordre de renvoyer en Algérie. Mais ceux qui sont restés, on les a parqués dans des camps. Ces camps-là, paraît-il, ne méritent pas le terme de concentration. Ce sont des camps démocratiques et d'accueil, en quelque sorte. Voilà. C'est en tout cas le cas. Et nous avons toujours protesté, nous sommes associés à la défense
ces gens en toutes circonstances. Voilà. Parce que nous, pour nous, voyez-vous, il y a un critère qui est d'ailleurs le même que pour entrer au Front National. Chez nous, il y a toutes sortes de gens. Il y a certaines personnes se sont quelquefois, notamment dans les milieux pieds noirs, un petit peu ulcérés par le fait qu'un dirigeant du Front a déclaré à tort, d'ailleurs il n'avait pas raison de dire que le Front National était devenu un parti gaulliste. Alors ça a révulsé un certain nombre de gens. J'ai eu l'occasion de dire, mais vous savez, au Front National, il y a toutes sortes de gens, même des gaullistes, même des homosexuels, même de toutes sortes de gens. Et à une condition que nous posons, une seule, c'est d'aimer la France. C'est la même que celle que nous posons aux étrangers qui désirent rester en France et devenir français. Aimer la France. Et je serais tenté d'adopter le slogan anglo-saxon « Love it or leave it ». Aimez-la ou foutez le camp. Voilà, c'est clair. Il ne manque pas de pays, d'ailleurs, où ces gens-là se trouveraient très à l'aise. L'Arabie Saoudite, le Pakistan, le Bangladesh, où vous n'aurez pas de complexe et tout irait bien. Nous sommes prêts, nous, à accepter, quelle que soit leur race, leur religion, leur couleur, etc., des gens, mais nous ne pouvons plus. Nous ne pouvons plus, parce que ça nous coûte une fortune. Enfin, voyons, mesdames et messieurs. Il y a des années, pour ne pas dire des décennies, que nous avons des chômeurs dans notre pays. Et vous avez vu que ça ne s'améliore pas. Hein, bon. Et il s'agit du chiffre officiel. Mais bon, donc, par conséquent, si nous les gens qui ont laissé, qu'ils soient de droite ou de gauche, quand ils sont de droite, c'est encore pire. Mais enfin, c'est la responsabilité est plus grande. Qui l'ont laissé entrer 200 000 personnes par an, qui ont fait d'ailleurs des enfants. Il faut dire, continuer de faire des enfants. Bon. On savait donc que quand ils entreraient, ils n'auraient pas de métier, ils n'auraient pas de travail, puisqu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas pour les Français. Il y avait déjà du chômage. Alors ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on s'engageait à leur donner un logement pratiquement gratuit, par priorité. Car le critère d'attribution des logements sociaux n'est pas national, c'est un péché. C'est même pénalement répréhensible, ça s'appelle la préférence nationale. Je crois que c'est Mme Maigret qui avait été condamnée par le tribunal correctionnel pour avoir attribué comme ça une subvention familiale à des Français d'origine, à des Français de souche, comme on dit. Donc, ce logement, c'est très simple, entre Bitru, qui attend avec sa femme et ses 2 enfants, son F2 ou F3 depuis 10 ans. Et la famille kurde qui vient d'arriver en chemise avec 5 enfants, c'est la famille kurde qui obtient le logement. C'est la loi française, ça. Bon, le logement, l'école, il faut scolariser les enfants. Donc recruter, il faut avoir des locaux, recruter du personnel, etc., etc. Des hôpitaux, il faut soigner, etc., prévenir, vacciner, tout. Et puis l'aide sociale, parce que s'ils n'ont pas de travail, il faut bien qu'ils survivent, qu'ils mangent, n'est-ce pas? Et vous savez, ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que depuis 40 ans, j'ai dit la même chose. Vous ne devez pas en vouloir aux immigrés. Ce ne sont pas eux qui sont responsables de cette situation. Les seuls responsables, ce sont les politiciens de gauche et de droite que vous payez pour vous défendre et qui vous trahissent. Voilà la vérité. Pendant des années, on a dit aux Français que le Front National était un parti extrémiste, aux analyses succinctes et superficielles, aux solutions qui n'existent pas, qui n'ont jamais vu le programme du Front National, 400 pages. Le dernier programme, d'ailleurs, en congrès, c'est 2001, je crois. Donc, il faudra en avoir un exemplaire pour le montrer seulement. Et donc, il y a eu une mutation de l'opinion consécutivement à l'aggravation des différents phénomènes et à leur perception personnelle. Maintenant, c'est-à-dire que le chômage, l'insécurité, le fiscalisme, toutes ces choses-là ont touché de près, personnellement, beaucoup de Français, qui ont remis en cause, donc, quelquefois leurs options traditionnelles, quoi, comme on disait en Bretagne, rouge comme le père, quoi. Hein, voilà, on votait une tradition comme ça, socialiste, puisque le père votait socialiste, etc. Il n'y a que M. Hollande qui rend cet hommage à sa maman,
parce que son papa était de droite. Alors il a dit, heureusement, j'ai été préservé de cette tentation par ma mère, qui m'a permis de rester dans le droit fil de la gauche. Voilà. Mais autrement, c'est ça. Les gens sont touchés directement. Nous avons 8 millions de pauvres. Oh, bien sûr, des pauvres comme ça au Bangladesh apparaîtraient comme des seigneurs, puisque c'est, je crois, moins de 905 euros par mois. Différentes études récentes montrent que la misère est quelquefois plus grande en province qu'elle ne l'est dans les villes. Et cela, eh bien, les Français le ressentent. Nous savons bien que cette élection n'est pas définitive, ce sont des municipales, tout le monde d'ailleurs relativisera le succès, même si tout le monde reconnaît qu'il y a un succès du Front National, un effondrement du vote socialiste, c'est vrai. Moi je crois que ce sera une victoire à la Pyrrhus de l'UMP, parce que alternativement, si ce n'est pas les socialistes, comme les endroits où nous ne sommes pas candidats, ça sera forcément un UMP ou un divers droite, bien sûr. Mais ça sera une victoire à la Pyrrhus. Exactement comme la victoire de François Hollande aux élections présidentielles. Il n'a pas été élu par l'adhésion d'une majorité aux thèses socialistes qu'il défendait, mais par une majorité de gens qui voulaient écarter Sarkozy. Voilà, qui ne voulaient plus de Sarkozy. C'est comme ça. Eh bien, c'est un peu le même phénomène. Par conséquent, je vais entrer en campagne européenne. Elle va durer à peine 2 mois. Et nous sommes, je crois, crédités dans cette élection qui va être extrêmement démonstrative, puisque c'est une élection à la proportionnelle, suffrage universel, scrutin de liste par circonscription, puisque moi je suis sortant dans la circonscription du Sud-Est, celle-ci, et que pour l'instant, les sondages nous donnent en tête devant le Parti socialiste et devant l'UMP. Je croise les doigts, je me méfie toujours des cadeaux, surtout quand ils nous sont faits par des adversaires, mais après tout, n'insultons pas l'avenir. Et préparons-nous à cette bataille qui va durer quelques semaines et au cours de laquelle on va devoir continuer l'effort. Mon cher, ça n'est pas parce que vous serez élu conseiller municipal ou maire, ce que je souhaite, que votre combat s'arrêtera. Il faudra pousser encore, et il y aura après des sénatoriales, et l'année prochaine, il y aura des régionales, et là, je donne un avertissement à M. Vozelle. Attention à votre siège, M. Vozelle, parce que nous avons des vues sur lui. Voilà. Pour autant que je connaisse M. Lopez, c'est un collaborateur loyal, compétent. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un homme public? En plus, il est assez bel homme, comme ça, je peux dire ça, sans risque, parce que je n'ai pas la réputation. Oui, c'est vrai. Je suis rassuré, président. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il faudrait un bon maire de Brignoles? Ah, sûrement. J'en suis convaincu. Écoutez, il a des connaissances juridiques et politiques suffisantes. Il faudra qu'il se mette au courant, il faudra qu'il se mette quand même... mais bon, ce sont des choses qui s'apprennent, ça. Comment ont fait les autres? Comment ont fait les pays qui sont devenus indépendants? Ils ont eu aussi à remplir des fonctions de maire, de députés, de conseillers généraux, qui n'avaient jamais rien été. Par conséquent, je pense que M. Lopez est tout à fait capable de s'adapter de façon performante aux responsabilités qu'il recherche. Qu'est-ce que vous pensez du Front républicain qui a tenté de mettre en place le Parti socialiste et une partie de la gauche? Écoutez, qu'est-ce qui s'appelle Moi, je trouve que ce chant républicain ressemble à un chant d'épandage. On a toujours parlé de république, mais ces gens-là sont des professeurs de république. Nous sommes aussi républicains qu'eux. D'ailleurs, c'est très simple, quand on n'est pas républicain, on est quoi? On est monarchiste. Nous ne sommes pas monarchistes, nous ne sommes pas royalistes. En tous les cas, moi, je ne le suis pas. Nous sommes républicains. Et moi, je suis parlementaire depuis près de 60 ans. Quelle autre preuve faut-il donner de l'attachement à la démocratie et à la République? Faut-il que j'aille, je ne sais pas, à Notre-Dame de la Garde avec des petits pois non cuits dans mes chaussures? Ou je ne sais pas, faire quelle preuve? Je n'ai jamais adhéré à la loge. On m'a proposé ça 3 fois. 3 fois favorable. La première fois, quand j'ai été élu président des étudiants en droit à Paris,
La deuxième fois quand j'ai été élu jeune député, et la troisième fois quand j'ai été rapporteur du budget de la guerre. Et j'ai à chaque fois dit non, je ne veux pas appartenir à des organisations secrètes, je veux connaître les chefs, je veux savoir à qui j'obéis, et voilà, j'accepte pas, je ne l'ai pas accepté là, et je ne l'ai pas accepté dans d'autres organisations non plus. Je suis resté, j'ai voulu rester un homme libre avec les inconvénients que ça a. Quelquefois, on est plus solitaire que d'autres. Bon, mais on n'a pas le soutien des frangins, on n'a pas le soutien des camarades, mais c'est comme ça. Donc ce front républicain, ça vous choque en quelque sorte? Non, ça me laisse indifférent. Après tout, que les gens s'unissent pour essayer de garder leur place, ça fait partie des règles, en quelque sorte, humaines de la vie et de la démocratie. Mais ce que je conteste, c'est le monopole qu'ils s'arrogent d'être des partis républicains. D'ailleurs, en reconnaissant que pratiquement tous les partis sont républicains, y compris les anarchistes, y compris les trotskistes, sauf le Front National, qui ne serait pas républicain. On ne sait pas pourquoi. Ah, parce qu'il aurait des positions, en particulier dans le domaine de l'immigration, ou de la préférence nationale, ou de la nation, qui seraient contraires à la philosophie qui sous-tend la République. Mais je suis désolé, nous avons vécu 5 républiques, hein, et elles n'ont pas toujours eu d'ailleurs tout à fait les mêmes principes. J'en parle d'autant plus à l'aise que Marion a été élue la plus jeune députée de toute l'histoire de la République. Bon, alors qu'est-ce que... Voilà, je pense que les gens ne se font pas d'illusions. S'ils s'en font, eh bien ils seront, je crois, démentis par les événements, par le comportement que nous avons. Nous avons des élus dans plusieurs assemblées depuis longtemps, et jamais il n'a pu nous être fait le procès de n'avoir pas respecté la Constitution ou la loi. En tous les cas, je voudrais, s'il n'y a plus de questions, m'adresser aux compatriotes, mais ça ne se coupe pas compatriotes de l'ami Laurent Lopez, pour leur dire: participez à l'élection, ne restez pas chez vous, l'affaire n'est pas gagnée d'avance, et puis c'est votre responsabilité. Parce que ce qui va se passer dans le monde, et dont je vous dis que ça va être dangereux, voilà, je ne vous le cache pas, et je veux vous en donner en quelques phrases l'explication. Le grand phénomène de l'histoire du monde a été au XXe siècle l'explosion démographique. En l'espace d'un peu plus d'un siècle, la population est passée de 1 à 7 milliards d'habitants et monte vers 8, 9 milliards demain. Paradoxe, cependant, l'espace que j'appelle boréal, l'Europe de Brest à Vladivostok, elle, non seulement a stagné, mais même reculé sur le plan démographique, créant ainsi une distorsion de plus en plus grande entre le reste du monde et l'Europe, qui fait que, selon le principe des vases communicants, si on ne contrôle pas le passage de l'un à l'autre, eh bien tout simplement, ils passeront de l'un dans l'autre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le fossé de misère et de pauvreté qui s'est créé parce que la courbe de production des biens n'a pas la même pente que celle de la population. Donc, cet espace de misère et de pauvreté ne cesse de progresser. Dans beaucoup de pays, il atteint un niveau insupportable. Donc, il va y avoir des explosions populaires dans ces pays où on n'arrivera plus à survivre, à vivre. Et ceci engendrera des torrents migratoires de gens qui tenteront par tous les moyens d'essayer de gagner ce qu'ils croient être le radeau de la Méduse, ce qui à leurs yeux notre pays représente. Mais c'est un radeau de la Méduse où nous avons déjà de l'eau jusqu'à la poitrine. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas qu'il en rentre beaucoup plus pour que nous en ayons par-dessus la tête, les uns et les autres. Je dis souvent d'ailleurs aux gens d'origine immigrée que je rencontre, votre intérêt désormais est strictement national, et le même que celui de tous les Français. Parce que si jamais le radeau de la Méduse s'alourdit, eh bien vous êtes dessus pour l'instant. Hein. Alors attention, voilà, c'est ça le fond du problème. C'est ça qui va dominer notre histoire, et nous sommes probablement la seule force capable de retourner, avec force d'exemple pour les autres pays européens, de retourner la conjoncture
et d'admettre que les peuples européens sont décidés à se battre, à travailler, à faire des enfants, à les élever, de façon à tenir leur rôle dans le monde, le rôle qu'ils ont tenu depuis pratiquement 2 millénaires, et qu'ils semblent avoir abandonné à d'autres, devenus qui sont, comme je le disais peut-être tout à l'heure, un véritable protectorat des États-Unis, puisque nous n'avons plus de défense, bien sûr. On envoie de temps en temps 1200 personnes en Centrafrique, des gens qui connaissent un peu ces pays-là, mon Dieu, savent que, par exemple, la Centrafrique, c'est plus grand que la France, que les unités françaises qui sont venues avec leur matériel roulant. C'est-à-dire qu'à la limite, ils peuvent tenir des rues, des routes, mais rien d'autre, parce qu'ils ne peuvent pas descendre de leurs engins. Bon. Et on sait que quand il y a 1200 hommes dans une unité, il y en a 400 combattants. Le reste, c'est la servitude. Alors, nous allons faire ça combien de temps? Pendant combien de temps? Nous ne sortirons pas du Mali. Nous ne sortirons pas non plus de Centrafrique. Nous ne sortirons pas de tous les endroits où nous nous croirons obligés d'aller. Voilà. Alors, il faut bien se regarder, se dire, écoutez, il faut sauver l'essentiel. Il faut sauver, parce que c'est un devoir à l'égard de ceux qui nous ont précédés, et qui ont travaillé, souffert, qui se sont privés des générations précédentes pour que nous ayons la vie que nous avons aujourd'hui. Et puis, ceux qui viennent derrière nous, nos enfants, nos petits-enfants, à qui nous devons au minimum ce que nous avons reçu, ce que nous devons transmettre. Ça, on me dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont, c'est vrai. De jeunes, souvent, de upper class, de gens qui ont fait des grandes écoles, etc. Ils s'en vont à l'étranger parce qu'ils trouvent qu'à l'étranger, la situation salariale ou fiscale est quand même plus agréable qu'en France. Cette conception matérialiste de la vie est très limitée et très sclérosante. Parce qu'il y a d'autres valeurs dans la vie et dans le bonheur de vivre. Il y a des valeurs esthétiques, des valeurs morales, des valeurs spirituelles. Et s'en tenir à une analyse strictement matérialiste de la vie, à savoir, je vais là-bas parce qu'on gagne plus de fric qu'ailleurs et on paye moins d'impôts, c'est quand même un raisonnement un peu court. Et peut-être parce qu'ils n'ont perdu le sens moral, le sens de la solidarité qui lie les générations entre elles, qui lie aussi les gens du même peuple. Voilà, ce qu'on appelle le vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est aussi travailler ensemble. Votre position, votre réflexion par rapport à la crise bancaire qu'on a depuis 2008. Oui, mais écoutez, j'ai trouvé quand même qu'on nous avait payé cher la crise bancaire, parce qu'on nous a expliqué qu'il fallait que nous nous saignions aux 4 veines pour éviter que les banques ne sombrent. Ah oui, d'accord, mais enfin, maintenant qu'elles ne sombrent pas, elles ne songent pas du tout à nous faire participer à leurs bénéfices. Donc, je n'ai aucun respect particulier pour l'économie bancaire. Oui, certes, il faut des banques pour assurer le crédit. Je m'aperçois d'ailleurs que quand des gens comme moi demandent un crédit, on est prêt à le leur accorder à la hauteur du dépôt qu'ils ont à la banque. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai 20 000 euros à la banque, eh ben la banque acceptera de me prêter de l'argent. Si j'ai rien, il faudra que j'amène une autre garantie, au moins d'une valeur au moins 5 fois plus grande. Ce n'est pas ça qui permettra le développement de l'économie de notre pays, en rappelant quand même qu'il n'y a pas de politique de l'emploi autre que celle d'entreprises qui gagnent de l'argent. Parce qu'autrement, créer des emplois, c'est facile. Créer des emplois dans l'administration, ben ça, les collectivités locales ont recruté 1 million de fonctionnaires en l'espace de 10 ans. Bon, ça n'a pas créé, ça n'a pas amélioré la production ni le niveau de vie des Français. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il faut fabriquer quelque chose que l'on vend avec bénéfice pour que ceci entraîne des emplois positifs. Et donc, les banques doivent remplir leur rôle, mais je pense que nous souhaitons sortir du système qui était inauguré par monsieur, justement, Giscard d'Estaing et Pompidou, à savoir d'abandonner le financement de l'État par la Banque de France à un intérêt presque nul, alors que depuis ce temps-là, nous sommes tenus d'emprunter de l'argent aux banques et aux banques étrangères
au taux qu'il veuille bien nous fixer, au taux du marché. Et une grande partie des 2000 milliards de notre dette, en tous les cas au moins 1500 milliards de cette dette, sont en fait les intérêts que nous avons versés aux banques. Dernière question, vos rapports, parlez-nous un petit peu de Marine, votre positionnement par rapport à votre fille. On l'a vu 2 fois ici, on vous voit aujourd'hui. Écoutez, il n'y a pas de problème. Ma fille est la présidente du Front National. C'est elle qui en a la responsabilité, la direction. C'est elle qui donne ses directives. Moi, je suis président d'honneur. Je suis membre statutairement de toutes les organisations du mouvement, c'est-à-dire toutes les commissions, le bureau politique, le bureau exécutif. Et je n'ai pas la réputation de la fermer quand j'ai envie de l'ouvrir. Donc je dis ce que je pense. On aime, on n'aime pas. C'est quelquefois en accord très souvent avec les analyses ou les propositions de Marine. Quelquefois ça ne l'est pas. Mais encore une fois, c'est elle. Je n'ai pas démissionné au bout de 40 ans pour passer le flambeau à quelqu'un qui n'était pas forcément ma fille. Marine Le Pen n'est pas présidente du Front National parce qu'elle est la fille Le Pen. Elle est présidente parce qu'elle a été élue par le Congrès dans un débat où il y avait 2 candidats. C'est elle qui l'a remporté parce que, me semble-t-il, quelles que soient les éminentes qualités de son concurrent, elle avait des qualités, en particulier de caractère, qui étaient probablement prises en considération par l'Assemblée de nos adhérents, parce que, sachant que l'adversité serait à portée de nos bourses, si j'ose dire.